beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Et donc, j'ai la charge finalement pas très facile de vous présenter les principes. Je suis un homme de principe. L'objectif de l'épuration extra-rénale, comme vous le savez, c'est il faut essayer de débarrasser l'organisme d'un certain nombre de choses qui s'y sont mises et qui peuvent être éventuellement toxiques. Donc il faut épurer ce qu'on appelle les déchets azotés, il faut rééquilibrer les perturbations électrolytiques qui ont eu lieu, corriger l'acidose métabolique, restaurer la balance hydrique pour les malades qui ont pris du poids, et dans certaines circonstances, épurer des toxiques. Donc en clair, il faut enlever du sang des choses qui ne devraient pas y être, ou en tout cas rééquilibrer des choses qui se passent dans le sang. Et donc toute ma présentation va être centrée sur comment se passent les échanges entre le sang et ce qu'il y a autour pour se débarrasser de ces différentes choses qui ne devraient pas y être ou qui sont en excès ou, à l'inverse, en quantité insuffisante. Donc les transferts de soluté de liquide à travers des membranes semi-perméables, c'est le grand principe des techniques d'épuration extra-rénale, quelles qu'elles soient. Et on oppose deux grandes techniques ou deux grands principes. Le principe des échanges dit par diffusion, et c'est le principe, comme on va le voir et comme je vais vous l'expliquer, qui régit les échanges au cours de l'hémodialyse, qui est le plus souvent une technique intermittente, mais qui éventuellement peut se prolonger. Et à l'opposé, nous avons des échanges par convection, et c'est le principe qui est utilisé ou qu'on applique quand on fait de l'hémofiltration, qui est le plus souvent continu et qu'éventuellement on pourrait faire en discontinu. Et je ne vais pas parler de l'adsorption, c'est-à-dire de la possibilité de certaines molécules de se coller sur les membranes, et donc si elles sont collées, elles sont enlevées du sang, parce que ce procédé est tout à fait secondaire, et donc je ne vais pas en parler, je m'en suis débarrassé sur cette diapo. On va commencer par les échanges convectifs, qui sont, comme je le disais, le principe de base de l'hémofiltration. Alors voilà un circuit simplifié d'hémofiltration. Vous reconnaissez l'accès dit artériel, c'est-à-dire celui qui part du malade et qui arrive à la machine, c'est-à-dire à la membrane, c'est-à-dire au site où vont se produire les échanges. Donc ce circuit, il est animé par une pompe à sang qui a une importance capitale, puisque c'est la pression motrice. C'est grâce à cette pression qu'on va réussir à générer ces échanges dits convectifs. En effet, c'est la différence de pression entre l'entrée dans le circuit et la sortie du circuit qui va obliger les petites molécules, les moyennes molécules et les liquides à passer à travers cette membrane. La pompe à sang, elle écrase la tubulure contre la paroi, et donc en écrasant la tubulure contre la paroi, elle fait monter la pression, et cette pression dite transmembranaire va générer ce qu'on appelle l'ultrafiltrat. Qu'est-ce que c'est qu'un ultrafiltrat? C'est un liquide qui a exactement la même concentration que ce qu'il y a dans le sang, sauf qu'il n'y a pas les grosses molécules, il n'y a pas les globules, il n'y a pas l'albumine, il n'y a pas les grosses protéines. Alors je vais faire ici d'emblée une petite parenthèse pour éviter une confusion qui est souvent faite, même si j'anticipe un peu sur la deuxième partie du topo, c'est le terme ultrafiltration. Parce que finalement, quand on fait de la dialyse et qu'on dit « je fais de la dialyse avec ultrafiltration », paf, tout de suite, vous savez qu'on veut que votre malade y perde du poids. Quand on fait de l'hémofiltration, on fait en permanence de l'ultrafiltration, et ce n'est pas pour ça que mon malade va perdre du poids, et ça c'est très important à comprendre. Quand on dit ultrafiltration, ça veut dire qu'on a généré des échanges grâce à ces phénomènes dits convectifs liés à des différences de pression. Et comme on va le voir tout à l'heure, quand on fera de la dialyse avec ultrafiltration, on associera à notre principe diffusif un principe convectif, comme je vous le dirai tout à l'heure. Mais en tout cas, ultrafiltration dans notre topo, ça ne veut pas dire perte de poids obligatoirement. En effet, cette quantité d'ultrafiltration que l'on obtient en hémofiltration, on va la compenser par un liquide de compensation qu'en théorie, on devrait mettre après la membrane, pour ne pas gâcher, c'est l'hémofiltration en post-dilution, et puis que des fois, on met quand même en pré-dilution. Je ne parlerai pas de ça dans mon topo, ou en tout cas très peu. Alors, de quoi dépend cette ultrafiltration? Ce débit d'ultrafiltration, il dépend de la concentration du produit dans le sang. Plus il y en a, plus on va s'en débarrasser vite. D'un coefficient dit de tamisage, c'est-à-dire c'est le diamètre des
pores ou des micropores de la membrane, c'est le tamis, quoi. C'est ce qui laisse passer les petites molécules et qui ne laisse pas passer les grosses molécules. Et puis ce qu'on appelle le débit de filtration. Et ce débit de filtration, là, c'est important. Ce débit de filtration, il va dépendre de la surface de la membrane. Bon, bah d'accord, une fois qu'on a acheté une membrane, on ne peut plus en modifier la surface. De la perméabilité hydraulique de la membrane, bah là c'est pareil, c'est les propriétés intrinsèques de la membrane. Une fois qu'on l'a, on l'a. Et de la pression transmembranaire. Et ça, on peut jouer sur cette pression transmembranaire. Et on va voir, c'est assez important. En effet, pour augmenter la pression transmembranaire, comme on va le dire, il faudra qu'on augmente le débit sanguin. Voilà de façon un peu zoomée ce qui se passe quand on fait des échanges par convection. On a dans le sang des grosses molécules, des petites molécules. En rouge, c'est les petites molécules dont on veut se débarrasser. On applique une pression et on force à travers la membrane semi-perméable les petites molécules de partir dans l'ultrafiltrat et on garde les molécules dont on ne veut pas se débarrasser, c'est-à-dire les grosses et les éléments figurés du sang qui sont trop gros pour passer à travers les pores de la membrane. Un truc qui est essentiel en hémofiltration pour bien comprendre, il faut comprendre que la dose de la technique, l'efficacité de la technique, c'est la quantité d'ultrafiltration qu'on obtient. Plus on a d'ultrafiltration, plus on augmente l'efficacité du système, puisque plus il y a d'ultrafiltrat, plus il y a de molécules dont on voulait se débarrasser à l'intérieur, et comme il y en a beaucoup, on peut en éliminer beaucoup. Et donc, comme on l'a dit tout à l'heure, si je veux augmenter ma quantité d'ultrafiltrat pour avoir une dose suffisante, il faut que j'agisse sur ma pression transmembranaire. Et donc, pour agir sur ma pression transmembranaire, eh bien, il faut que j'augmente le débit sanguin. Et vous voyez d'emblée une relation essentielle qui existe entre le débit sanguin et l'ultrafiltrat. Même si sur nos machines actuelles, il y a une autre pompe qui a été mise ici pour bien réguler le débit que l'on souhaite avoir dans l'ultrafiltrat. Mais la relation essentielle, c'est la relation entre la pression que je veux obtenir et le débit sanguin. Si je veux obtenir plus d'ultrafiltrat, il faudra que j'affiche un débit sanguin qui est suffisant. Alors, je peux le représenter ici sur ce petit schéma simplifié où vous reconnaissez le débit sanguin, l'accès artériel qui arrive ici, ça traverse la membrane, ça repart avec le liquide de substitution qui est ici en post-dilution et l'UF qui coule ici. Il y a une chose supplémentaire qu'il faut bien réaliser dans ce principe des échanges convectifs, c'est que cette fameuse pression, il y a deux choses qu'il faut réaliser. Premièrement, c'est que cette fameuse pression, elle n'est pas continue, elle n'est pas la même au début et à la fin de la membrane. Ça s'essouffle. Il y a des forces de frottement qui font que la pression va diminuer le long du filtre. Et donc les échanges, ils vont être plus efficaces en début de filtre qu'à la fin du filtre. La conséquence de ça, ou le deuxième point à bien réaliser, c'est que comme c'est l'eau et les petites molécules qui passent et que c'est les grosses molécules qui restent et les globules, à la fin du filtre, il y a un peu d'hémoconcentration, comme on peut l'imaginer. Et la rhéologie, c'est-à-dire l'écoulement des globules dans les petites fibres qui constituent nos filtres, devient difficile. Et si on n'y fait pas attention, au lieu que ça s'écoule correctement et que ça continue malgré tout à faire encore un peu d'échange à la fin du filtre, eh bien, le sang peut devenir tellement épais que ça fait une sorte de confiture. Et si ça fait de la confiture, l'étape d'après, c'est que ça va coaguler. Donc, comment faire pour essayer de limiter cet effet sur la viscosité et d'essayer de limiter l'effet sur la perte de pression le long du filtre? C'est d'obtenir un débit sanguin suffisant qui permet d'avoir une pression qui est efficace jusqu'à la fin du filtre et qui permet aussi de limiter ces problèmes d'altération rhéologique en fin de la membrane. Donc là, c'est la baisse de la pression dite hydrostatique. Là, c'est l'augmentation de la pression liée aux grosses molécules qui y sont. Et quand ça devient supérieur à la baisse de la pression hydrostatique, là, ça ne marche plus du tout. Dans ces situations-là, on croit que le filtre est bouché. Il n'est pas forcément bouché, mais on ne l'a pas bien réglé. Et donc, ça risque de ne pas marcher. Alors, comment est-ce qu'on fait pour bien le régler? Eh bien, il y a une formule. Alors, la formule, vous n'avez pas besoin de la connaître forcément, mais elle s'affiche sur tous vos appareils. Et c'est ce fameux pourcentage de fraction de filtration qui bip
s'il n'est pas inférieur à 25%. Il y a même certaines machines où ça bip quand c'est supérieur à 20%. Et cette fraction de filtration, c'est le ratio, le rapport entre la quantité ultrafiltrée et le débit sanguin. Ce n'est pas exactement le débit sanguin, c'est le débit plasmatique, c'est-à-dire qu'on tient compte de l'hématocrite, ce qui est logique quand on parle de rhéologie. Et donc, en résumé de cette histoire, premièrement, ce qui compte dans les échanges en hémofiltration, c'est la convection, c'est-à-dire la quantité d'ultrafiltrat obtenue. Et pour obtenir une quantité d'ultrafiltrat suffisante, il faut avoir réglé un débit suffisant. La deuxième chose, c'est, on a dit UF égale pas perte de poids. Donc en hémofiltration, quand on veut faire de la perte de poids, il suffit de bien calculer notre bilan et des entrées et de dire combien est-ce qu'on veut de liquide de substitution par rapport au liquide d'ultrafiltrat obtenu. Si je mets 100% de compensation, à ce moment-là, non seulement mon malade il ne va pas perdre de poids, mais il va en prendre, puisque dans ce bilan des entrées et des sorties, il ne faut pas oublier toutes les perfusions. Et maths de réanimation, c'est 2 litres minimum, c'est souvent 3 litres ou 4 litres quand on compte tout ce qui est contenu dans les seringues pour administrer nos médicaments. Donc dans notre bilan des entrées et des sorties et dans notre calcul de la quantité à restituer ou à suppléer, il ne faut pas oublier d'intégrer les apports du patient. Deuxième principe, les échanges diffusifs. Donc c'est le principe des échanges qui se passent en dialyse. Alors en dialyse, le circuit il est le suivant. On a toujours un accès artériel qui part d'une veine du malade et qui va à la machine, c'est-à-dire à la membrane, et puis qui repart au malade. Et là, la différence, c'est que l'eau, le dialysat, il circule à contre-courant du circuit sanguin. Et donc, il passe à travers la membrane et il est rejeté dans les égouts une fois que les échanges se sont produits. Donc ça, c'est une membrane disséquée à fort grossissement. Et ça, c'est la membrane, c'est toutes ces petites fibres. À l'intérieur, il y a le sang. Et puis, autour, il y a le dialysat. Tout ça entre en contact, et donc vous avez ici le sang, et dans le sang, il y a des grosses molécules, pareil, il y a des petites molécules, et puis dans le dialysat, il y a ce qu'on voulait mettre pour avoir un liquide physiologique, ou le plus proche possible d'un liquide physiologique qui puisse échanger aussi certaines choses du compartiment dialysat vers le compartiment sanguin. Par exemple, nos malades en insuffisance rénale aiguë, assez souvent ils sont hyponatrémiques, et donc il faut que le sodium puisse passer du dialysat vers le compartiment sanguin pour rééquilibrer notre natrémie chez nos malades. Il n'y a pas que des choses à sortir du sang pour faire cette équilibration. Et donc voilà ce qui se passe. Une fois qu'on a fait passer, pareil, la membrane semi-perméable empêche que les grosses molécules puissent passer au travers, et il y a une rééquilibration des concentrations de part et d'autre de la membrane avec le compartiment sanguin et le compartiment dialysat. Ici, ça c'est une vue un peu en 3D, mais qui dit exactement la même chose. Donc, par exemple, dans le sang, on a trop d'urée et trop de potassium, et dans le dialysat, il y a au départ, bien sûr, pas d'urée et très peu de potassium, et donc les échanges vont se faire du milieu le plus concentré, le sang, vers le milieu le moins concentré, le dialysat, mais inversement, dans le sang, on est trop acide, et comme je le disais, on est souvent hyponatrémique, et dans ce cas-là, le dialysat et le tampon du dialysat va permettre de rééquilibrer le pH et la concentration de sodium. Les échanges par diffusion, ça dépend aussi de plein de trucs, un coefficient de perméabilité, la surface de la membrane et les concentrations aux différents endroits. On le repositionne ici. Donc le coefficient de perméabilité, c'est celui de la membrane qu'on a acheté et qu'on a choisi. La surface, c'est la surface de la membrane telle qu'on l'a choisie. On peut faire un peu plus de variation dans le choix de la membrane en hémodialyse qu'on ne peut le faire en hémofiltration. Et puis ça, c'est nos différentes concentrations dans le sang, dans le dialysat, et puis la concentration qui va sortir après les échanges. Et ce qui est vraiment important de comprendre dans les échanges diffusifs, c'est que, pour des raisons assez évidentes, plus la différence de concentration est importante de part et d'autre de la membrane, plus les échanges vont être intenses. Et d'ailleurs, vous le voyez bien quand vous faites vos bilans sanguins
avant et après une séance de dialyse. Quand le malade il a beaucoup de créatinine après la séance de dialyse, vous êtes bien content parce que la créatinine a beaucoup baissé. Par contre, si on dialyse un malade qui n'a pas une créatininémie très élevée, à ce moment-là, en fin de dialyse, la baisse de la créatinine, forcément, va être relativement modeste. Et ce n'est pas une surprise, étant donné ce que je viens de vous expliquer. Les échanges ne sont pas homogènes là non plus le long de la membrane et il faut que les concentrations s'équilibrent. Donc en début, il y a des fortes différences de concentration et puis petit à petit, les choses changent avec ici 30, ça pourrait être l'urée qui va baisser progressivement dans le sang et qui va monter progressivement au niveau du dialysat pour être éliminé dans les égouts. Et ici, c'est l'inverse, c'est le sodium qui se corrige progressivement, en sachant que pour l'urée, évidemment, une fois qu'on a fait un tour, c'est pas suffisant parce qu'il y a la production du malade et puis il y a la rééquilibration de l'urée dans l'ensemble de la circulation du malade. Comment est-ce qu'on peut essayer d'améliorer la diffusion, c'est-à-dire l'intensité des échanges, c'est-à-dire la dose qu'on voudrait administrer en dialyse? Eh bien, il y a des choses qui sont fonctionnelles de la substance à épurer. Comme je le disais, s'il y a beaucoup de concentration ou si la molécule est à forte concentration, ça va être, la diminution va être rapide et en apparence très efficace. Les produits qui sont peu liés aux protéines sont plus faciles à éliminer que ceux qui sont liés aux protéines, forcément, parce que les protéines, ça ne passe pas à travers la membrane. Et puis, les molécules qui ont un faible poids moléculaire, les petites molécules, sont beaucoup plus faciles à éliminer par cette technique que les molécules, même avec un poids moléculaire moyen et a fortiori des gros poids moléculaires. La qualité de la membrane, je disais qu'en dialyse, on peut choisir un peu plus la membrane et les fabricants de dialyse, ceux qui essayent d'améliorer les performances de la dialyse, ils vont travailler sur ce qu'on appelle la géométrie des membranes de dialyse. En gros, il faut réussir à être efficace même dans les coins. Si je peux faire un peu une caricature, c'est pour que toute la surface de la membrane puisse être utilisée pour les échanges. Et puis deux choses qui nous concernent, nous, c'est le temps de contact ou la fréquence du contact ou l'intensité du contact entre le sang et le dialysat. Et donc, il faut qu'on ait un débit sanguin qui soit suffisamment élevé et dans certaines circonstances, on peut augmenter le débit de dialysat pour augmenter l'intensité des échanges. Comme je le disais au début du topo, attention au terme UF. Et donc, évidemment, quand on prescrit une dialyse avec UF, sous-entendu, on prescrit une dialyse chez un malade pour lequel on voudrait qu'il perde du poids. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans cette situation-là? Eh bien, c'est que aux échanges diffusifs, on associe des échanges convectifs. Sauf que là, mes échanges convectifs, ils ne sont pas compensés. Et si je pousse le bouchon, entre guillemets, un peu plus loin, des fois, ou peut-être, vous faites dans vos services des séances d'ultrafiltration isolées, parce que le malade, il n'a pas des chiffres de fonction rénale qui sont inquiétants. Par contre, il a une surcharge hydrosodée et il est anurique ou oligurique. Donc, on n'a pas besoin de lui faire baisser plus son urée, sa créate, mais on a besoin de lui faire perdre du poids. À ce moment-là, on fait une séance d'UF isolée. Qu'est-ce que c'est qu'une séance d'UF isolée? C'est de la convection sans compensation. Et donc, forcément, je perds du poids. Et là, cette UF non compensée, elle va être de 1, 2, 3 ou rarement 4 litres, donc 4 kilos. Et donc, quand je rajoute de l'UF à mes échanges diffusifs, c'est ce que je fais. Et donc, si je veux que mon malade y perde au cours de ma séance de dialyse 1 kg ou 2 kg, je dirais UF de 2 litres, c'est-à-dire je rajoute des échanges convectifs aux échanges diffusifs, mais je ne compense pas la quantité obtenue dans l'ultrafiltrat. Alors, je peux mixer les deux techniques. Donc, on vient de mixer un peu la dialyse avec la convection, et on va le faire encore plus dans la dernière diapo, mais celle-ci, c'est on peut, au cours de l'hémofiltration, rajouter des échanges diffusifs. C'est l'hémodiafiltration. Donc, vous reconnaissez le circuit d'hémofiltration, sauf que là, on a rajouté un sac, une poche qui contient un dialysat, et ce dialysat, il circule à contre-courant du liquide sanguin, et donc ça veut dire qu'aux échanges convectifs de l'hémofiltration, on a rajouté des échanges diffusifs de la dialyse.
Je ne dis pas que c'est intéressant de faire de l'hémodiafiltration par rapport à faire de l'hémofiltration simple. Moi, je pense que ça sert pas à grand-chose, mais peu importe, il y en a beaucoup qui le pratiquent. Et quand vous pratiquez cette hémodiafiltration, ben voilà comment ça marche. Petit détail pendant que j'y suis, si on fait de l'hémodiafiltration, le liquide de substitution, il ne faut pas le mettre en prédilution, parce que si vous mettez le liquide de substitution en prédilution, vous allez diluer le compartiment sanguin. Si vous diluez le compartiment sanguin, vous faites baisser les concentrations des produits qui se trouvent dans le sang. Si vous faites baisser les produits des concentrations qui se trouvent dans le sang, ben, la différence de concentration elle est atténuée et vos échanges diffusifs, il n'y en a plus beaucoup. Donc si on fait de la prédilution, on perd complètement l'intérêt de la diafiltration, c'est-à-dire des échanges diffusifs qu'on voudrait associer à nos échanges convectifs. Et puis, je dois dire que quand on fait de la dialyse, de l'hémodialyse, même sans vouloir faire perdre du poids, on fait finalement un peu de convection sans le savoir. Et quand on fait un peu de convection sans le savoir, c'est aussi une façon d'améliorer la performance de la dialyse. En effet, les membranes qu'on a tendance à utiliser maintenant en hémodialyse, c'est peut-être plus vrai pour l'hémodialyse chronique que pour l'hémodialyse chez les malades de réanimation, mais il y a des membranes très perméables. Et quand les membranes sont très perméables, dès qu'il y a des variations de pression, on peut passer facilement non plus du compartiment sanguin vers le compartiment dialysat. Ça, on le fait toujours par les échanges diffusifs, selon les principes que je vous ai énoncés tout à l'heure, mais il peut y avoir du passage du compartiment dialysat vers le compartiment sanguin. C'est ce qu'on appelle de la rétrofiltration à cause des modifications de la pression. Quand la pression dialysat devient supérieure à la pression sanguine, pour le faire très simplifié, et ben là, on a comme si on avait de la convection à l'envers. Et donc, pour éviter cette rétrofiltration, les machines, sans qu'on s'en aperçoive, c'est de façon automatique, les nouvelles machines, ils nous rajoutent de la convection pour compenser ces échanges de rétrofiltration. Et donc, comme cette rétrofiltration, finalement, ce n'est pas des quantités forcément négligeables, eh bien, sans le savoir, on a une convection, et c'est une convection sans perte de poids. À ce moment-là, c'est pour ça qu'on ne s'en aperçoit pas quand on travaille sur nos machines. Et donc, voilà comment ça se passe. Là, si ça passe par là, il faut remettre une pression de l'autre côté pour refaire passer l'eau et les petites molécules du bon côté. Donc, voilà exposer les principes qu'on utilise tous les jours quand on fait de la dialyse et de l'hémofiltration. Donc, en résumé, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en hémofiltration, l'efficacité dépend de l'intensité des échanges convectifs, c'est-à-dire de la quantité totale de l'UF obtenue, sous-entendu aussi de la quantité totale du liquide de substitution, alors qu'en hémodialyse, l'efficacité va dépendre de l'intensité des échanges diffusifs, c'est-à-dire de la concentration des substances qui sont dans le sang, et de l'intensité des échanges de part et d'autre de la membrane de dialyse.